Dans cet atelier, on va voir donc aujourd'hui les 6 clés pour créer des contenus magnétiques, des contenus qui attirent les gens à vous, qui font réagir, les contenus qui créent de l'engagement, qui créent des ventes aussi, mais surtout sans avoir à devenir très très bon en copywriting. Parce que vous allez voir que si cette compétence, le copywriting, l'écriture de vente, elle est effectivement utile dans tout un tas de situations, surtout quand on débute et qu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer des clients, c'est complètement surfait. Et que c'est pas aussi utile que tous ceux qui vendent du copywriting veulent bien vous faire croire, puisque arrive à un certain niveau, c'est vrai que c'est ce qui permet l'optimisation, mais au début, en fait, il y a quelques règles simples qu'on va regarder aujourd'hui qui permettent déjà de faire de très bons contenus sans avoir à se farcir des vingtaines de livres de copywriting et de formations hors de prix. On va voir ça en 6 points aujourd'hui et on commence maintenant. La première chose qu'il faut vous demander, c'est au fond, à quoi servent vos contenus? C'est-à-dire qu'on ne fait pas du contenu en se disant je fais du contenu parce qu'on m'a dit de faire du contenu. On fait du contenu, que ce soit d'ailleurs à l'écrit, en audio ou en vidéo, on s'en fout, hein, parce qu'on a un but, on a une stratégie et on sait précisément ce qu'on veut créer chez les personnes en face de vous. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous avez déjà vu ça, on va faire un rappel, vous allez le découvrir. C'est la stratégie que moi j'appelle 4C DNA, parce que visiblement je suis très fort en nom, hein, faut que ce soit bien imprononçable, impossible à retenir. Les 4C, c'est le chemin par lequel on veut amener les personnes qui nous découvrent grâce à nos contenus. Ce chemin-là, le premier, c'est la phase de conscience. On veut, grâce à nos contenus, aider les personnes qui sont en face de nous à prendre conscience de leurs problèmes, du fait que ce problème est potentiellement grave ou peut le devenir, alors grave à mettre entre guillemets bien sûr, et qu'elles prennent conscience qu'il existe une solution et qu'on pourrait être une de ces solutions. La deuxième phase qu'on crée avec nos contenus, c'est la phase de confiance. On est là pour créer de la confiance entre nous et les personnes en face de nous qui sont dans notre ambiance. Tout simplement parce qu'au début, elles ne nous connaissent pas, parce que sur Internet, on voit de tout, il y a de plus en plus d'arnaques, d'escroqueries, etc. En plus de ça, le monde du coaching et de l'accompagnement souffre, pour le grand public en tout cas, d'une très mauvaise image. Et donc le but, c'est de recréer de la confiance, de montrer qu'il y a un humain, de montrer que cet humain, il a des compétences, qu'il a des connaissances, etc. Et que cet humain, il peut les aider et qu'il n'est pas là pour leur vouloir du mal et leur vendre quelque chose à tout prix. On veut créer de la confiance entre nous et les personnes en face de nous. 99% des problèmes de vente viennent de ça, un manque de confiance. La troisième étape, c'est ce que moi j'appelle la phase connaissance, où là, en fait, on veut partager nos méthodes et faire prendre connaissance de nos méthodes aux personnes en face de nous. C'est aussi une phase de différenciation. Oui, je promets la même chose que tous les autres, mais j'ai une façon à moi de le faire. Je montre mon unicité, je montre ma singularité, je montre que j'ai une méthode qui est différente de celle de tout le monde et n'importe qui. Enfin, la dernière phase, très simplement, c'est la phase où on veut qu'ils deviennent clients. Et là, on va leur parler de notre offre, de notre produit, de notre accompagnement, de notre coaching, de comment on fait les choses. Pour faire ça, il y a 3 phases par lesquelles vos prospects doivent passer. La phase de découverte. Ah tiens, c'est qui lui, c'est qui elle. La phase de nurturing. J'utilise le mot anglais parce que c'est un terme marketing, du marketing à l'ancienne, hein, qui a 100 ans. Et quand on traduit en français, ils ont traduit ça par endoctrinement. J'aime pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne veut pas endoctriner qui que ce soit. Alors que nurturing, c'est nurture, on fait des câlins, quoi. On est là pour amener de la douceur, de la valeur, plein de choses. La phase de nurturing, c'est celle où on crée la confiance et les connaissances. C'est une phase où en fait, on va abreuver la personne de beaucoup de valeur, de beaucoup de soutien, de beaucoup de réponses pour créer un cocon dans lequel cette personne elle peut s'épanouir. Et enfin, il y a la phase d'achat. Découverte, nurturing, achat, c'est 3 types de contenus différents. On ne s'adresse pas de la même façon aux personnes qui viennent de nous découvrir, aux personnes qui nous connaissent déjà et aux personnes qui sont sur le point d'acheter. Cette base-là, c'est la première base de tout ce qui est création de contenu. Une fois qu'on a ça, qu'on comprend ça, qu'on sait comment le faire, déjà, on fait mieux que 90% des gens. Ça paraît tout bête, mais c'est déjà très très bien.
La suite, c'est celle qui est évidente. C'est celle que tout le monde vous a dit et répété, mais que personne ne vous a dit comment faire. C'est bien connaître votre client idéal. Savoir précisément à qui on s'adresse. Et pour ça, ce qu'on veut savoir, au début, c'est des hypothèses qu'on va venir valider en parlant avec les gens. Oui, vous allez devoir parler à des gens. Je suis désolé, hein, vous ne pouvez pas juste rester caché devant votre ordinateur. Il va falloir leur parler. On veut connaître leur situation initiale, leur situation rêvée, leurs obstacles perçus. Perçu est très important ici. Parce que vous, avec votre expertise, vous ne voyez peut-être pas les mêmes obstacles qu'eux. On veut savoir ce qu'on appelle les fausses solutions. Quelles sont les choses qu'ils ont essayées et qui n'ont pas marché et qui ne pouvaient pas marcher. Vous le savez avec votre œil d'expert. On veut savoir pourquoi il y a ce désir d'arriver à tel endroit. Puis plus globalement, en fait, on veut connaître leur motivation, leurs freins, leurs doutes, leurs peurs, leurs forces, leurs faiblesses. Puis finalement, en fait, on veut connaître leur vie. Quand on connaît ça, quand on a les réponses à ces choses-là, et elles viennent petit à petit, vous n'êtes pas censé le savoir dès le début, déjà, on peut créer des contenus beaucoup plus impactants et beaucoup plus magnétiques, puisqu'on va arriver à créer des contenus quand la personne se lit, quand la personne vous lit, elle se dit « Waouh, il est dans ma tête. Il sait exactement ce que j'étais en train de penser, comment c'est possible. » Alors, ce n'est pas de la sorcellerie, il n'y a pas besoin d'avoir un don vaudou d'énergéticien, juste en fait bien connaître les personnes à qui on veut parler, bien connaître ce qu'elles vivent et quels sont leurs blocages. Ça, vous allez le découvrir en parlant avec ces personnes. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir justement faire des contenus qui traitent de leur situation initiale, de ce qu'ils veulent atteindre, de leurs obstacles, des mauvaises solutions, de pourquoi ils ont ce désir. Et vous allez pouvoir appuyer avec tout ce que vous savez d'eux. Ces contenus-là sont les plus puissants que vous soyez capable de faire. Il n'y a pas besoin de technique copywriting pour ça. C'est juste de la psychologie humaine. C'est comprendre qui vous voulez aider et ce qu'ils vivent vraiment. C'est rejoindre votre prospect sur son niveau de conscience. Et c'est à vous d'aller vers son niveau de conscience et ce n'est pas à lui de comprendre ce que vous faites. C'est complètement une posture de l'ego de se dire non, mais moi j'ai la solution, ils y comprennent rien, tous ces cons. Je peux vous garantir que si je commence à vous parler avec les termes de marketing que moi j'utilise et que j'ai appris les 20 dernières années, vous allez faire une drôle de tête. Hein. Ça ne va pas vous plaire du tout. Vous aurez l'impression que je vous prends pour des débiles. Non, mon but, mon job avec mes contenus, c'est d'amener mon expertise à votre niveau de conscience. Parce qu'en fait, justement, pour que moi j'ai un métier qui fonctionne d'expert en marketing, il faut que je sois capable d'amener mon expertise et mes solutions, qui sont des fois complexes, à votre niveau de conscience pour qu'elles soient faciles et accessibles pour vous. Si je suis capable de faire ça, je suis bien payé. Si ce que je fais est trop compliqué, parce que je reste dans mon expertise et que je ne suis pas capable de venir vers vous avec mes contenus, mais aussi avec mes offres, personne n'achète. Pour ça, il va falloir qu'on comprenne le fonctionnement du cerveau humain. J'ai déjà expliqué dans certaines formations, donc certains l'ont peut-être vu. Le cerveau humain, c'est globalement une très petite évolution depuis la préhistoire. C'est sensiblement le même bordel. Hein. La taille des différentes parties a un peu évolué, etc. Tout au début de notre pyramide, on a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est là pour filtrer toute l'information qui arrive et pour savoir s'il y a un danger. Donc la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est est-ce qu'il y a un danger? Si oui, il doit décider s'il combat ou fuite. Sinon, il doit décider s'il ignore l'information ou s'il la passe au morceau de cerveau suivant. Si vos contenus ne s'adressent pas à ce morceau de cerveau,
vous ne passez pas les filtres de votre interlocuteur. Et donc, il ignore vos contenus. Vient alors le cerveau limbique. Je ne sais pas du tout si c'est un I ou un Y. Ça a une gueule de I. Si c'est pas ça, tant pis. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. C'est celui qui va comprendre les choses à un niveau émotionnel. Vous avez remarqué que là, il y a déjà 95-98% des informations qui ont été filtrées et dégagées par le cerveau. On n'a pas encore été capable de produire un raisonnement. Si vous passez le cerveau limbique, en faisant vivre des émotions aux gens et en lui faisant comprendre que ce n'est pas que ces émotions, que c'est plus compliqué que ça, vous pouvez enfin passer à la troisième partie du cerveau, celle qui nous intéresse pour la création de contenu, à savoir le néocortex. C'est la partie la plus récente de notre cerveau en termes d'évolution, qui est capable en fait de produire des raisonnements complexes. Cette partie-là, on est capable de la faire réfléchir. Quand on dit que notre contenu s'adresse au mental et pas à l'intuition, aux émotions, c'est ça, c'est exactement ça. Le problème, c'est que si vous faites un contenu qui s'adresse au mental et que vous n'avez pas trouvé un moyen de passer les deux premiers cerveaux, votre contenu n'arrive pas à son destinataire. Il est ignoré, à moins que vous soyez dangereux. Dans ce cas, vous prenez un coup de caillou dans la gueule. Le problème, c'est qu'on a tendance à créer nos contenus à partir du néocortex, alors que l'interlocuteur en face les reçoit à partir du reptilien. Et c'est ça qui fout la merde. Pour ça, il y a tout un tas de méthodes qu'on peut utiliser, la curiosité, l'étonnement, le choc, les nombres, parler d'un truc qu'il connaît d'une façon qu'il ne connaît pas, etc. On va pouvoir le revoir. Pareil, quand vous comprenez ça, vous avez déjà dépassé tout le marché francophone. Vos contenus fonctionnent en 3 parties. C'est toujours les mêmes. Il y a l'accroche, le développement et l'appel à l'action, qu'on appelle vulgairement CTA, Call to Action. L'accroche, elle est là justement pour attirer l'attention. C'est l'accroche qui nous permet de passer le cerveau reptilien. Je vois encore trop régulièrement des posts qui passent sur mes réseaux qui commencent par « J'ai vécu un truc et j'ai vraiment envie de vous le raconter ». Mon cerveau reptilien, il voit ça, il se dit « Ok, pas dangereux, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'elle me veut, je ne sais pas où elle veut en venir, ça n'a pas l'air intéressant. Ignorez. Merci, au revoir. » L'accroche, et on va voir comment créer des accroches après, fait qu'on s'arrête pour lire ce que vous faites. Dans le développement, c'est là que vous allez pouvoir utiliser les émotions et amener vers la logique, vers un raisonnement complexe. C'est le contenu de votre post, ou de votre vidéo, ou de votre audio, on s'en fout. Et enfin, l'appel à l'action, si vous avez tout bien fait, la personne, elle arrive à la fin, elle a créé une mini-relation avec vous pendant l'espace de quelques secondes, ou quelques minutes. Et là, vous voulez lui demander précisément de faire quelque chose. Qu'est-ce que j'attends de toi? Ça peut être mets un commentaire, mets un like, clique sur ce lien, clique sur cette prochaine vidéo, envoie-moi un message privé, lis mon contenu de demain, ça peut être plein de choses. Ça va dépendre de où vous en êtes en découverte, nurturing ou achat. Mais globalement, retenez surtout ça, votre accroche. Vous pouvez avoir un développement qui est un peu merdique et avoir un call to action qui n'est pas terrible. Si votre accroche elle est bonne, en fait, déjà, le volume de gens qui vont lire votre contenu ou faire attention à votre contenu, il est beaucoup plus élevé. On pardonnera beaucoup plus facilement un développement un peu bancal
qu'une mauvaise accroche. Une mauvaise accroche, elle s'ignore, en fait, point barre. Aujourd'hui, notre marché est dans ce qu'on appelle une crise de confiance, sur le marché du coaching et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans un marché de son développement, et puis là, on sort de la phase, en fait, de la surpromesse, la phase des cow-boys. C'est perds 127 kilos en 2 minutes sans rien changer à ton régime. Gagne 1 million d'euros dans 30 jours avec les tunnels de vente, etc., etc. Le problème, c'est qu'on a tellement vu toutes ces conneries qu'on n'y croit plus du tout et qu'en fait, aujourd'hui, on ne croit plus en rien. Et qu'en fait, quand quelqu'un arrive avec du contenu, le premier réflexe, c'est « Oh putain, encore un ». Et on veut réussir à passer ça. Pour passer ça, moi, j'ai un test que j'utilise, c'est le test de l'authenticité, le test de l'ami proche, là-bas aussi. Vous faites votre contenu, vous le lisez à voix haute et vous demandez deux choses. Est-ce que je parle comme ça? Vraiment? Est-ce que je parlerai comme ça à un ami proche? Si la réponse est non, on recommence. Il faut même, pourquoi pas, vous enregistrer en lisant votre contenu. Et vous demandez, est-ce que ça sonne faux? En faisant ça, déjà, on arrive à éliminer pas mal de contenu. Il ne reste pas grand-chose en général. Tout simplement parce qu'on nous a appris à faire du marketing pour Internet et que pour Internet, on fait une erreur courante. C'est quand on écrit, quand on parle ou quand on n'importe, on s'adresse à son audience. Sauf qu'à moins que vous soyez un orateur hors pair, en tout cas, ce n'est pas mon cas, quand je m'adresse à un groupe de gens désindividués, je commence à parler d'une façon chelou. Parce que mon cerveau, je ne suis pas un orateur en fait. Mon cerveau, il ne sait pas comment on parle à 100 personnes. Si je veux sonner normalement quand je parle, j'ai besoin de parler à une personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que, alors, moi, quand j'ai commencé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la gueule de mon client idéal. J'en avais un que j'avais réussi à avoir. J'ai pris sa tête, je l'ai imprimé, je l'ai collé devant mon ordi. À chaque fois que je faisais un contenu, je le regardais. J'ai l'impression de lui parler à lui. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là. Vous pouvez simplement en fait, faire un contenu comme si vous parliez à une seule personne. Et là, le cerveau, il comprend. Parler à une personne normalement, ça, on sait faire. Normalement, à peu près. Prenez quelqu'un que vous aimez vraiment bien, ça passera mieux. On n'est pas câblé pour faire un contenu en s'adressant à 100 personnes. Maintenant, on vient à la partie intéressante. Ce qu'on appelle le scroll stopper, c'est qu'est-ce qui fait que j'arrête de scroller mon fil d'actualité dans un réseau social pour m'arrêter sur ce que vous faites. Et pour ça, on va utiliser quelque chose qui vient de l'hypnose et de la PNL, etc., qui s'appelle le pattern interrupt. Un pattern interrupt, c'est qu'est-ce que c'est? Je vous parle depuis tout à l'heure avec une voix relativement normale. Voilà. Ça, c'est un pattern interrupt. Je change la fréquence de ce qui se passe habituellement pour que votre cerveau fasse qu'est-ce qui se passe? On était tranquillement tous ensemble avec notre néocortex en train de passer un bon moment et d'un coup, il y a un élément perturbateur. Le cerveau reptilien, il se réveille, il fait oh, danger. Alors, le but, c'est pas de les mettre vraiment en danger, mais ça, on peut le faire par la curiosité, l'étonnement, la complexité. On peut utiliser les couleurs, etc., etc., etc. Par exemple, on pourrait utiliser un titre de mail. Ce serait voilà. E égale MC2 pour perdre du poids. Moi, je vois ça arriver dans ma boîte mail, je me dis, hein, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je clique tout de suite, je veux savoir. Il y a de la curiosité, il y a de l'étonnement, il y a de la complexité. J'ai besoin de comprendre. Mon cerveau, il veut savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire celui-là?
Ça pourrait être aussi... J'insulte mes clients, ils sont heureux. Hein, quoi? Il y a un mec très fort aux États-Unis pour ça, il faisait des emails qui titraient, si je dis pas de conneries, avoir des clients aussi facilement que mon chien chie sur la pelouse. Tu regardes ça, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas habituel. Alors, il ne faut pas en surabuser de ces choses-là, parce que sinon, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Mais rien que 17 leçons pour, et là, vous développez votre sujet à vous précisément, ça va vous permettre, en fait, d'amener quelque chose de nouveau, d'intéressant. Demandez-vous vraiment qu'est-ce qui sort la personne en face de moi de sa routine et qui lui donne envie d'aller plus loin avec moi. C'est ça, les patterning thérapies. Regardez peut-être sur votre fil d'actualité du réseau social que vous utilisez, il y a sûrement des pubs qui passent, logiquement. Regardez sur lesquels vous vous arrêtez. Et demandez-vous, quand vous vous arrêtez sur une pub, demandez-vous pourquoi. En général, c'est à cause de l'image ou de la vidéo. Il y a toujours une raison qui fait qu'on s'arrête sur quelque chose. Si vous êtes capable de vous poser la question et de reproduire des choses comme ça dans votre marché, vous serez plus lu que la plupart des gens. Vous remarquez qu'ici, on n'a encore pas parlé de copywriting. C'est une technique de copywriting, en fait, c'est bien une fois qu'on a dépassé tout ça, en fait. Hein. Mais au début, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, plus globalement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous avez besoin d'être très clair sur qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites. La phase de clarté, c'est la plus importante. À qui je parle? Qu'est-ce que j'offre? Comment est-ce que je le délivre? Si vous êtes capable de répondre à ces questions, vous avez fait le plus gros du boulot. Le problème, c'est qu'on a tous ce frein et ce manque de clarté à un moment ou à un autre. Tout simplement parce qu'on a la tête dans le guidon toute la journée et qu'on est incapable de prendre le moindre recul sur ce qu'on fait. Et moi aussi, hein, pareil. Bon, heureusement que j'ai mon équipe aujourd'hui, parce que des fois, je fais des trucs et on me dit non, mais Jérémy, c'est de la merde, ça. Ah ouais, mais ça fait 4 heures, je mets la tête dedans. Je suis plus capable de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est pour ça qu'on a besoin de feedback. Le cerveau humain a besoin de feedback pour progresser de toute façon. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous le savez, les autres découvrent. Ce que je vous conseille, moi, à ce stade, après on passera aux questions-réponses. Vous l'avez vu, on a ajouté un gardien chez nous. Il s'appelle Aurélien. Son but, c'est deux choses. La première chose qu'il fait, finalement, c'est coacher la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il vient discuter avec vous et vous dire, OK, tu crois que tu es bloqué, pourquoi? Comment? À quel endroit? Ah tiens, t'as regardé là? Ah tiens, là, tu as un pattern là. Tu es en train de ne pas te challenger sur un point qui est important. Et derrière, son job, c'est de vous donner des actions pour débloquer ça. C'est aussi le gardien de notre programme principal, l'Académie des génies. Mais quand vous lui parlez la première fois, il n'est pas question de ça. Ce n'est pas un sujet important. Ce que Aurélien il fait, c'est qu'il vous prend au téléphone 15 minutes. Ce que j'aime bien 15 minutes, c'est qu'on sait que personne ne peut rien essayer de nous vendre en 15 minutes. C'est qu'on se sent en sécurité. C'est important. Là encore, cerveau reptilien.
Si je vous dis, réservez cet appel de Carté d'1 heure et demie avec telle personne. Hein, quoi? Ouh là, danger immédiat. 15 minutes, pas de danger. 15 minutes, c'est vous exposez votre situation, vos blocages. Vous avez un regard extérieur et une orientation sur la suite. C'est tout. Rien de plus. Si vous voulez discuter avec Aurélien, je vous enverrai le lien juste après cet atelier. Et maintenant, mon moment préféré, on passe aux questions. Vous avez un bouton, levez la main, vous appuyez sur le bouton, je dis votre nom, on se parle. Clémence, je te vois. Attends, il faut que tu appuies sur le bouton lever la main, mais je te trouve plus maintenant. Faut que tu réactives ton micro, Clémence, vas-y. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, Jérémy, merci beaucoup pour tous les contenus que tu nous offres au quotidien et puis ce temps encore aujourd'hui. Donc, un énorme merci, une énorme gratitude. Grâce à toi, je vais évoluer dans le bon sens. J'ai eu Aurélien, effectivement, dans la semaine. Donc, merci à lui aussi. Donc, 15 minutes, c'est top. Il m'a donné des pistes. Vraiment, voilà, tous les gens qui sont en ligne, je vous le conseille. Moi, ma question est la suivante. J'aime bien faire des petites vidéos à l'improviste, comme ça. Je me lance quand il y a un sujet qui m'intéresse dans la journée. Des fois, même en pyjama, avec les cheveux à la one again, comme je disais à Aurélien. Mais je veux garder, en fait, cette authenticité. Puisque ma cible première, c'est les mères de famille qui sont overbookées, qui ne savent plus où donner de la tête. Et voilà, je veux aider ces gens-là parce que je me retrouve dans cette cible-là. Comment faire, en fait, pour, comme je disais à Aurélien, j'ai pas mal d'abonnés, mais j'ai très peu d'interactions finalement avec eux. Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner à tous pour les attirer, pour les faire liker, pour les faire commenter? Donc, je fais la petite question toujours à la fin où j'essaie de les faire participer. Mais je pense en toute franchise qu'il y a très peu de gens qui vont jusqu'au bout de mes posts. Est-ce que tu as des solutions éventuellement? Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre que ton audience, elle est composée de 90% de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est des gens qui te lisent, qui voient tes contenus, qui peuvent devenir clients en plus, hein, mais c'est des gens qui n'interagiront jamais avec tes contenus. Ils sont là, c'est tout. Ouais. Donc déjà, il faut faire du contenu pour eux, parce que même s'ils like pas et qu'ils n'interagissent pas, ces gens-là, ils sont là, ils suivent tes contenus. Ensuite, derrière, quand tu fais de la vidéo, ce que tu peux faire, donc, tu vois, tu postes ta vidéo et tu vas juste faire une accroche. Très bien. Pour attirer l'attention des gens sur ta vidéo. Et ensuite, au lieu du développement, tu vas mettre, on parle de, et tu mets des tirets. Tu mets 1, 2, 3. Tu mets 3 points qui ont l'air intéressants et sexy, et c'est tout. D'accord. Tu mets rien d'autre. Ok. Ce qui fait que le contenu au-dessus de ta vidéo, en fait, il se snack. On peut le lire en 4 secondes. Et en 4 secondes, on sait si on a envie de regarder la vidéo ou pas. Ok. D'accord, donc faire des choses plus concises et plus claires. Dans ta vidéo, tu mets un appel à l'action, pas dans ton post, dans ta vidéo. Comme ça, ceux qui ont regardé jusqu'au bout, tu verras bien s'ils font des choses ou pas. Quand on veut faire des vidéos, si on veut qu'elles soient consommées, il faut que le post qui va avec soit très court. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Yon. Ouais, salut Jérémy, salut tout le monde, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends bien. Ok, voilà, moi ma question c'est que je viens de faire mon premier contenu là récemment, assez challengeant pour moi. Et en fait le truc c'est que dans mon audience, je vois que ça a beaucoup interagi parce que j'ai clairement parlé à des gens voilà, qui pouvaient être sensibles à tout ce que je dis, etc. Sauf que je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de polluer mon mur avec, polluer entre guillemets mon mur aussi avec des gens qui sont pas intéressés par ça. Donc ma question, c'est est-ce que je continue un peu de contenu et je les renvoie vers une nouvelle page que je vais créer pour du coup cibler vraiment une audience qui interagisse avec moi et qui soit ok avec ce que je propose, ou est-ce que je continue à proposer tout simplement le contenu voilà, que je suis en train de faire sur mon profil et tant pis, ceux qui n'aiment pas, ils se cassent.
Ce que tu fais, enfin moi ce que j'ai fait en tout cas à l'époque quand j'étais dans ta situation, je voulais partager des choses et j'avais pas, moi en l'occurrence, j'avais pas envie que ces choses-là soient vues par des gens trop proches de moi ou des gens de mon passé avant le business, etc., qui me connaissaient différemment. J'avais pas envie de rentrer dans ce genre d'interaction, ça m'intéressait pas. En fait, j'ai créé un second compte Facebook, tu vois, et c'était un compte amis et famille, où je postais juste 3 photos de vacances et demie, rien d'autre. Et sur mon compte principal où il y avait du monde qui était potentiellement intéressé, là je mettais mes contenus. Et en fait, tu prends ta liste d'amis, tous ceux où tu te dis ça va les faire chier ou j'ai pas envie qu'ils lisent ça, tu les vires et tu les rajoutes avec l'autre compte, tout simplement. Génial, ok. C'est Ok, je vais le faire plus ça. simple parce que tu as moins de personnes à sortir en faisant ça dans ce sens-là. Parce que si tu crées un nouveau compte pro, tu repars de zéro. C'est dommage. Ouais, c'est exactement, ouais. C'est Il ok. vaut mieux créer un nouveau compte perso où tu mets les proches où tu n'as pas envie qu'ils aient de rapport avec ça. Et sur l'autre, tu continues à publier. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui vient te faire chier, tu dis ah, mais t'es sur le mauvais compte. Tiens, le compte famille amie pour mes photos de vacances, c'est là-bas, Ok, très bien. tout simplement. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. Et plus globalement, en fait, ne présume pas de ce que les gens ils aiment ou pas. Moi, je sais que quand j'ai débuté, dans mon entourage proche, entre guillemets, de mon ancienne vie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont foutus de ma gueule. Il y en a 99,9% qui sont venus me demander des conseils ensuite. Et aujourd'hui, ils Ouais, sont tous en train de dire ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais, tu peux m'aider et tout. Ils se foutaient tous de ma gueule. ben ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Ok, Donc, ne sous-estime pas le fait que tu peux aider ces gens-là aussi. En fait. très bien. Très bien, ça marche. Merci. Je t'en prie. Valérie, yes. Oui, alors j'ai une question au sujet de la Oui. différence entre les posts et les stories. Est-ce que c'est Mhm. complémentaire? Est-ce que on se rapproche un peu des gens, on crée de la confiance avec des stories et on les amène en call to action à aller lire nos posts? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est pas forcément Les nécessaire stories, les deux en même temps? Est-ce que ça aide? alors, les stories, c'est pas vital. Moi, s'il y a des stories à Ouais. moi sur Facebook, c'est simplement parce qu'elles viennent d'Instagram. Sinon, il n'y en aurait pas, j'en mettrais pas. Et sur Instagram, il y a des jours où je vais en faire 45 et ensuite, je ne vais plus en faire pendant 2 semaines. Je m'en fous, je fais ça comme je le sens. Moi, ça ne rentre pas dans ma stratégie. La story peut te permettre de. C'est un contenu qui est consommé de façon plus légère. Quand est-ce que tu regardes des stories? Quand tu attends la caisse, quand tu attends le bus, quand tu es aux toilettes, quand tu t'ennuies 5 minutes sur ton canapé. Ça se consomme, c'est pareil, ça se snack, ça se consomme de façon légère. Quand est-ce que je vais lire un contenu poussé sur un problème que j'ai? C'est quand je cherche une réponse ou je cherche quelque chose à lire. Donc ça peut être complémentaire, c'est pas obligatoire les stories, mais dans tous les cas, si tu fais des stories, fais des choses plus légères. D'accord. Regarde, parce que toi tu es avec nous dans l'académie, regarde les stories que fait Simon Delannoy. Il fait des trucs très très bien parce qu'il a un sujet qui est quand même la reconversion professionnelle. Il se base quand même du fait qu'il était prof de philo, etc. Mais ses stories, en fait, c'est la moitié, c'est avec son chat, tu vois. Moi, quand je mets des stories, je Ok. mets mon chien, je mets une connerie qui m'est arrivée. La story peut bien te créer de la proximité et de créer de la conversation. Mais t'es pas obligé de Mm. rentrer dans des trucs profonds et compliqués en story, c'est chiant. Oui. Ouais, c'est un autre type de contenu, quoi. Ouais, Du coup, ça le se type consomme de de façon plus contenu, légère. il est différent selon les réseaux sociaux aussi. Ouais, On peut ouais. pas faire un contenu aussi long sur Instagram que sur Facebook, par exemple. Non, sur Instagram, c'est pas lui. Sur Instagram, le mieux, c'est de faire des carousels, des réels, des IGTV, des choses comme ça. Hmm. Ok. Ah, merci. Instagram, à la base, c'est un réseau d'images, en fait. Hein. Donc, les longs textes, il y en a qui les Ouais. lisent, hein, mais c'est pas la majorité. Quoi. Hmm. Ok. Merci. Je t'en prie. Chris, yes. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Mhm. Alors deux trucs. Un, merci pour m'avoir proposé la DG parce que c'est vraiment un endroit super, on s'éclate et il y a que des gens bien et ça c'est vraiment cool. Donc On a beaucoup de chance. tous ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Et puis deux, là je suis en train de, comme tu sais, ma niche elle est toute neuve pour moi. Moi je viens de la musique, je viens de Ouais. l'artistique, etc. Et donc je suis en train de construire Mhm. en fait mon audience, etc. Ouais. Là je suis tombé sur pas mal de contenu sur l'efficacité de TikTok pour créer un following Mhm. rapidement
sans trop d'efforts. En plus, la vidéo, tout ça, c'est pas des choses qui sont trop chiantes pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que c'est du funneling, tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ramène des gens vers nos offres, etc. Donc, dis-moi si c'est une connerie. Je vais quand même tenter au cas où, je vais tester, mais à ton avis, là, je vais utiliser TikTok pour me créer un following pour le ramener vers mes autres funnels, en fait. Je vais l'utiliser comme porte d'entrée, si tu veux, comme je veux créer un podcast aussi. Podcast, comme tu le dis souvent, c'est crée-le mais rame pour le faire entendre, parce que ça se fait pas seul, c'est pas auto-généré l'audience d'un podcast. Donc utiliser TikTok en fait pour aller dispatcher ensuite vers mes différents funnels et créer des offres, enfin présenter mes offres ensuite à des gens que j'aurais fidélisés à l'intérieur des plus gros centres comme LinkedIn, YouTube. YouTube, je vais beaucoup le développer aussi. Donc, est-ce que ça te paraît une stratégie qui a du sens? Ouais, complètement. Petite mise en garde avec TikTok. C'est un réseau qui a des codes complètement différents que tout ce qu'on connaît, nous, sur d'autres plateformes. Il va falloir que tu étudies les codes, que tu comprennes ce qui marche. Et il faut poster. J'ai bossé dessus depuis 48 heures, là. Ouais, c'est ça. En gros, en plus, il y a des tranches horaires particulières. Voilà, donc j'ai étudié ça depuis 48 heures. Ça ne me paraît pas insurmontable, notamment par rapport au fait de faire des vidéos. Ouais, c'est ça, par rapport au fait de faire des vidéos YouTube où je passe 17 heures par vidéo, tu vois, c'est... parce que moi, je viens de choses très construites sur YouTube, donc je n'ai pas encore perdu mes habitudes par rapport à ça, donc je suis un peu... Va regarder le TikTok de Alex Hormozy. Ok. Le mec, il est ultra business, il vient de revendre sa boîte 55 millions, il donne des conseils pour gagner de l'argent sur Internet alors qu'il ne vend pas de produits sur ce sujet-là, etc. Tu te dis vraiment que le mec, qu'est-ce qu'il fout sur TikTok, quoi. Hein, et pourtant, il est ultra bon. Et regarde comment il fait ses contenus, ça peut t'intéresser. Ok, super. Je te remercie. Je t'en prie. On prend une question du chat. Pourquoi est-ce que je parle jamais de Pinterest? Parce que je m'en sers pas, parce que je ne connais pas ce réseau, je ne sais pas comment il marche. Et parce que j'ai aucune preuve évidente que dans le coaching et l'accompagnement, ça serve à quoi que ce soit. Je sais que dans l'e-commerce, c'est très puissant. Dans l'accompagnement, j'ai jamais personne qui m'a dit je trouve des gens sur Pinterest. Et moi-même, je suis jamais allé explorer ce réseau, donc je parle pas de ce que je connais pas. Tout simplement. Et oui, c'est bon signe en général quand on se fout de ta gueule. Ça veut dire que tu fais des choses que les gens ils osent pas et qui se permettent pas eux-mêmes. Cédric, yes. Oui, bonjour Jérémy, et puis bonjour à tous. Alors moi, depuis qu'on a travaillé un peu ensemble en atelier, j'ai vraiment lancé YouTube avec quelques vidéos, des contenus assez longs, et aujourd'hui j'utilise Facebook et LinkedIn pour relayer et renvoyer vers YouTube. Sauf que LinkedIn, j'arrive pas à comprendre parce que j'ai beaucoup de vues sur mes vidéos, mais alors j'ai zéro engagement. Zéro. J'ai 4 likes, j'ai 100 personnes qui voient le contenu, ça m'amène plus de 50% de mes vues sur YouTube, donc ça m'amène vraiment du contenu, mais je vois pas d'émulation et je vois pas comment faire bouger la ligne de LinkedIn vers soit du Facebook, soit newsletter. Comment, alors, je vois bien majorité silencieuse alors, il y a des codes spécifiques à LinkedIn. Bon, je sais que j'ai déjà décalé par rapport à, je sais pas, sur les 1500 personnes que j'ai en contact sur LinkedIn, je suis déjà décalé entre le moment où ils m'ont connu et ce que je raconte aujourd'hui. Ils vont voir mes contenus, mais j'ai pas de... Voilà, même chose. Comment je fais pour les engager plus loin ? Déjà comprendre ça. Sur LinkedIn particulièrement, vrai. Sur LinkedIn, tu as 90% de majorité silencieuse, tu as 5-7% de personnes qui s'engagent mais qui ne seront jamais clientes. Tu as 2-3% de gens qui sont fans de ce que tu fais mais pas, et qui vont te recommander partout mais qui pareil ne deviendront jamais clientes. Et tu as moins d'1% de gens qui sont des clients potentiels. Déjà en comprenant ça, ensuite tu demandes quelle est la taille de ton audience sur LinkedIn. 1500 personnes aujourd'hui. Voilà. Donc si tu fais le calcul par rapport à ça, ça donne quoi? Je n'ai pas encore 1% de clients. Mais 2-3% de fans, ça doit commencer à se rapprocher. Ouais. Non, mais c'est surtout là, en fait. Tu as tes 5-10 engagements. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il y a plusieurs solutions ici. Hein. C'est soit augmenter ton audience. Ouais.
Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent ce qu'on appelle des pods. En gros, c'est des communautés de gens qui likent et qui interagissent sur les posts des uns et des autres. Ça donne la visibilité, ça ne donne pas de clients. Ça fait de toi une personne un peu plus vue sur LinkedIn. Ouais. Et ensuite, simplement analyser vraiment les codes de la plateforme. Et qu'est-ce qui fait engager. Moi j'ai 100, 150 interactions sur tous mes posts, quasiment. Pour autant, il y en a qui font 1000 de visibilité, il y en a qui font 30 000. Ouais. Les codes sont différents. Ouais. Les codes sont différents d'ailleurs, et en fait, ce qui fera réagir sur Facebook ne fait pas réagir sur LinkedIn, etc. Non, c'est ça. Ce qui marche bien sur LinkedIn, c'est 3 conseils pour, et toi, qu'est-ce que tu aurais mis pour le 4e, par exemple. Ou alors de finir ton commentaire par une blague. Ou alors de mettre un truc un peu chelou dans le premier commentaire que toi tu mets toi-même, pour que les gens aient envie de te répondre. Ouais. Demande-toi vraiment pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient pour commenter ce post. Mais bon, globalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ta majorité silencieuse et lesquels vont devenir clients. C'est ça. Sur LinkedIn, te focus sur l'engagement, c'est pas forcément le plus important. Ouais. Est-ce que j'ai un intérêt à aller migrer vers Facebook ou à les migrer vers une newsletter? Les gens qui sont sur LinkedIn, Ouais. sur Facebook, tu les migreras pas. C'est pas la même Non. population. Enfin, tu t'en migreras un pourcentage, tu vois, mais ça n'a pas intérêt de forcer dans ce sens-là. Vers une newsletter, oui, c'est toujours une bonne idée. Ouais. Parce que demain, LinkedIn peut fermer ton compte, ta newsletter, elle est à toi. Ouais. Ok. Top. Merci, Jérémy. Je t'en prie. Je réponds à Amandine dans les commentaires. Les hashtags sont-ils utiles sur Facebook? Non, pas du tout. Ça ne sert à rien du tout. De manière générale, les hashtags sur Facebook ne servent à rien, sur LinkedIn ne servent à rien. Sur Instagram, ils ont perdu en efficacité, mais tu peux quand même en mettre 2-3, on ne sait jamais. Sur TikTok, de toute façon, tu peux en mettre que 3-4. J'ai pas de preuve évidente que les hashtags. Les hashtags, c'est très bien pour les gens qui recherchent quelque chose. Et donc, si le sujet de ton contenu est un sujet de recherche évidente sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, ça peut être bien d'en mettre un ou deux de hashtags pour que la personne qui recherche quelque chose tombe sur ta vidéo. Mais à partir du moment où tu te bases sur ton audience ou sur la viralité, ça ne sert à rien les hashtags parce que ça n'a pas de poids en fait. Ça ne va rien amener de plus ou de moins. Voilà. Valérie, yes. Oui, j'ai une autre question, c'est au sujet de différencier son contenu. Par exemple, il y a le contenu avec la stratégie tofu, mofu, bofu. Et il y a aussi les lead magnets qu'on donne en échange d'un mail ou quoi que ce soit. Que ça soit un truc quand même un peu que tout le monde ne peut pas avoir. Et c'est pareil, s'il y a un podcast en plus, il faut que ça se différencie de ton contenu Facebook, en gros. C'est différent, c'est pas obligé d'être différencié, mais c'est différents niveaux en fait. Ouais. Du coup, tu peux pas faire la même chose dans tous tes médias, entre guillemets. Si tu fais la même chose sur Facebook, sur ton podcast, et tu donnes la même chose en lead magnet. Tu peux faire la même chose, mais différemment. La personne qui a envie de lire, c'est pas la même que celle qui a envie d'écouter, c'est pas la même que celle qui a envie de télécharger une vidéo. Ouais, je me vois en tant que mais plus simplement, en fait. Par exemple, sur Facebook, tu survoles le sujet. En podcast, tu le développes. Et dans ton lead magnet, tu donnes des outils actionnables, des clés. Et tu as parlé du même sujet, en fait. Ouais. Donc, au lieu d'avoir une stratégie Facebook, une stratégie podcast, une stratégie lead magnet, on voit les choses comme des trucs complémentaires, en fait. Oui, tu peux voir ça. D'ailleurs, ça pourrait très bien être Facebook qui est ton top of funnel.
le podcast qui est ton middle funnel et ton lead magnet qui permet d'arriver sur du bottom of funnel. D'accord, ouais, articuler les choses comme... ouais. Ouais, mais là, du coup, ça veut dire qu'en tant que consommateur, je vois la personne qui va lire mes posts. Ça veut dire qu'en gros, dans Facebook, il faut que je lui dise pour aller plus loin, c'est le podcast. Et dans le podcast, je dis, ben, il y a Ouais. il y a un mail pour Complètement. aller plus loin, quoi. Mhm. Ouais, il faut communiquer d'une autre façon, en fait. Là, Ouais, on de la communique même par rapport au contenu, mais par rapport à la forme, en fait. C'est ça? Mhm. De la même façon que moi, je fais des contenus, des ateliers, et que ceux qui veulent aller plus loin, en fait, ils vont prendre un appel avec Aurélien. Mm. Et il y a ceux qui veulent juste survoler, qui vont rester là. Ceux qui veulent vraiment comprendre comment je fonctionne et aller plus loin, qui vont venir dans les ateliers. Et ceux que les ateliers ont intéressés se sont dit, tiens, il a pas l'air trop con celui-là, a priori, il peut quand même m'aider. Ah tiens, comment on fait pour en savoir plus? Comment je fais pour savoir s'il peut m'aider? Ben, en fait, ils prennent un appel d'éclaircissement avec Aurélien et Aurélien il leur dit, on peut pas t'aider, en fonction des blocages identifiés pendant cet appel. Mais pareil, tu vois, c'est une stratégie en 3 étapes. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, hein. On peut très bien faire les 3 étapes sur Facebook, hein. C'est des contenus postés, des contenus vidéo et hop, tu viens en MP. Mais de toute façon, il y aura toujours ces 3 étapes. À toi de choisir comment tu veux les implémenter. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut que ça soit quand même marqué, la différence quand même que... Oui. Ouais, j'ai du mal à réfléchir en tant que consommateur et pas en Regarde tant comment que toi tu consommes. créateur, si on veut, quoi. Regarde comment toi tu consommes. Ouais, oui, c'est vrai. Ça va déjà t'aider. Ouais. Moi, je sais que des fois, je vais découvrir quelqu'un par hasard sur Facebook, sur YouTube, etc. Et tiens, je me dis, ah, tiens, ça a l'air intéressant. Et en fait, je vais m'enfiler 10 vidéos de la personne. Puis peut-être que je vais acheter son livre. Puis peut-être que je vais m'inscrire à un atelier. Puis je vais prendre une formation à 50 balles pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Et ensuite, je vais prendre un contact avec la personne. Moi, le dernier programme US que j'ai acheté, c'était ça. Je suis tombé sur une pub. Je regardais par curiosité. Je suis allé voir les vidéos. J'en ai maté 15. Ensuite, je me suis avalé le bouquin. Ensuite, j'ai rematé 15 autres vidéos. Ensuite, je suis rentré dans un atelier qui a duré 3 jours. Et à la fin, je me suis dit, OK, cette personne-là, je veux savoir ce qu'elle fait. Et j'ai acheté le programme. C'est comme ça qu'on consomme de manière générale, hein. C'est découverte, Ouais. nurturing, achat. Ok. À faire son chemin. Merci. Je t'en prie. Je prends une dernière question. C'est toujours quand je dis ça qu'il n'y a plus de questions de toute façon. Comme d'hab. Clémence, yes. Bah oui, si personne ne se jette à l'eau, moi j'en ai plein des questions. Oui, mais parce que tu trouves pas le bouton lever la main, et donc en fait, tu es là en train de lever la main, et moi je vois que 4-5 images à la fois à droite. Donc en fait, si tu veux, tu peux lever la main comme tu veux, je ne voyais pas ta caméra. Je fais partie du bêtisier, c'est génial. Je te rassure, tu n'es ni la première à le faire, ni la dernière. La dernière question est la suivante. J'aime bien regarder une fille qui s'appelle la petite Okara sur Internet. Et elle est très dans la gestuelle, comme ça, quand elle s'est fait ses vidéos, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait pas too much? Est-ce que ça attire l'attention? Quel est ton avis là-dessus? Il n'y a pas de bonne réponse à ça, en fait. Ça dépend du public. Ça dépend du public, ça dépend de la personnalité de la personne. Elle est dans quel pays, cette personne? Excuse-moi, attends, je te vois plus, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Hop, annuler, fermer. Voilà, je suis revenue. Excuse-moi, du coup, je n'en ai pas entendu. Dans quel pays, en quelle langue elle fait cette personne? En français, et elle habite en France. Elle habite au Québec, pardon, excuse-moi. Ok, donc déjà, les Québécois, ils ont de manière générale une culture, une gestuelle, etc., qui applique par exemple à mi-chemin entre les Américains et les Français. Donc déjà, ceci explique potentiellement cela, et ensuite, ça dépend de qui elle s'adresse. Elle s'adresse à une communauté de véganes. Je connais pas assez bien cette sous-culture pour en parler, donc je ne veux pas non plus dire trop de conneries. Mais je pense qu'en fait, c'est ni bien ni pas bien. Si ça colle à ta personnalité et que les gens en face, ils aiment ça, tu peux le faire.
Si ce n'est pas naturel pour toi, ça ne sert à rien. Alors moi, je suis du Sud, ça s'entend peut-être. Donc, la gestuelle manuelle, etc., ça fait partie de ma façon de m'exprimer. C'est un paralangage. Fais ce que tu veux, sois toi-même. Ça attirera des gens qui te ressemblent et ça fera fuir les autres. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose que tu conseilles ou que tu déconseilles. Il faut faire par rapport à ce qu'on sent, finalement. Ouais, est-ce que c'est naturel pour toi? Si c'est naturel pour toi, tu le fais. Ouais. Ok, d'accord. Regarde, j'ai mis une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, là, ce matin. Justement, je parle du fait d'être professionnel, tu vois. Ça va te parler, je pense. Et tu verras, moi, comment je communique. Je te garantis que 99% des bouquins de communication, ils disent de ne pas faire ça. Ça marche très bien pour moi parce que c'est moi. Parce que je suis vraiment dans la vie, en fait. Tout à fait. Et quand les gens ils me rencontrent en vrai, ils disent « Ah, mais t'es comme sur tes vidéos. » Oui. C'est exactement ce qu'on me dit. Donc, il faut continuer là-dedans. Ok, d'accord. Voilà, c'est pour ça que tu as vu que j'ai levé la main. Merci. Merci à toi. Je t'en prie. C'est tout pour aujourd'hui. J'étais très content de pouvoir faire cet atelier avec vous. Je vous envoie très vite dans la foulée le replay et les slides. Comme ça, vous les avez, c'est moins compliqué, etc. Et on se dit à très vite sur le groupe Coach Intégral. Normalement, vous y êtes tous, sinon vous n'auriez pas vu cet atelier. À très bientôt.